Bonjour à chacune et chacun, très heureux d'être avec vous. C'est compliqué de passer après Bertrand parce qu'il a dit l'essentiel, c'est passionnant, c'est important et on a juste envie de demander est-ce qu'il y a une psychiatre ou un psychiatre dans la salle pour nous aider à comprendre pourquoi les dirigeants, parce que ce n'est pas la première fois que tu expliques ça quand même si c'est à chaque fois plus mûr. Donc c'est vraiment troublant de voir comment il y a une résistance de nos dirigeants et qu'on va dans le mur, il y a une pulsion de mort. Je crois que c'est dans le bouquin de Sigmund Freud qu'il a publié juste après la crise de 29, malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation. Il disait qu'il y avait une pulsion de mort en chacun de nous et dans le système qui nous amène à la catastrophe. Et quand on écoute, on se demande à un moment comment on évite la catastrophe. Donc je préférais laisser la place à la parole à des psychiatres, s'il y en a ici, pour nous expliquer. Voilà. Mais comme on m'a demandé de causer, je vais quand même causer pendant un moment. Donc très heureux d'être avec vous. J'ai longtemps été membre de l'ALDH. Je crois qu'il faudrait que je me remette à jour de mes cotisations. C'est juste par manque de temps que je ne suis plus avec vous au quotidien. Mais je revois des têtes amies du 11e. Désolé de ne pas être là tout le temps, mais je crois que sur d'autres combats, enfin, chacun de nous n'a que 24 heures par jour, mais je crois qu'on est sur des combats semblables. Donc, on m'a demandé vu de l'Europe, donc je suis depuis 2 ans et demi député européen, ça peut arriver à tout le monde, je ne pensais pas être élu, et le Parlement m'a donné une responsabilité importante, je suis rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de tout le budget de l'Europe pour l'ensemble du Parlement. Voilà, donc ça donne une vision assez d'ensemble des enjeux et puis ça permet de rencontrer pas mal de dirigeants et de voir ce qu'ils ont dans la tête et d'essayer de les faire bouger. Premier point, une façon de formaliser le débat, c'est je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que la technique, petit problème technique, ça va être bientôt réglé. Aucun stress, aucun stress. Donc pendant le premier confinement, vous vous souvenez, il y a 18 mois, on nous expliquait qu'il y a eu plein de tribunes qui fleurissaient partout sur le monde d'après. Est-ce que le monde d'après va être plus équilibré, on avait pris une décision historique au nom de la dignité humaine pour sauver la vie. On avait cassé plein de tabous économiques. Et du coup, chacun de nous disait peut-être que ça va suffire, peut-être que le choc est suffisant pour les faire réfléchir et que le monde d'après sera plus équilibré, plus fraternel, plus doux, plus durable. Et aujourd'hui, on a de gros doutes là-dessus. Il y a vraiment un risque que le monde d'après soit comme le monde d'avant, mais en pire. En pire, parce que les entreprises seront surendettées et devront presser la vis aux salariés et aux voisins. En pire, parce que les États seront surendettés. Je ne sais pas si ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu, j'ai poussé un coup de gueule au Parlement européen cette semaine. On est complètement à poil en matière budgétaire. On a trouvé un peu d'argent là pour les réfugiés syriens. Cette semaine, les 2 derniers budgets que j'ai fait voter, c'est trouver de l'argent pour les réfugiés syriens qu'on a envoyés en Turquie. C'est trouver de l'argent pour 200 millions de doses de vaccins, alors qu'il faudrait lever les brevets pour aller beaucoup plus vite. Ce serait juste par pur égoïsme pour éviter que des nouveaux variants nous arrivent. Mais donc, et j'ai montré comment on avait épuisé toutes les ressources qui étaient sur la table et que si on n'était pas capable de dégager de nouvelles ressources, en particulier avec une taxe sur la spéculation, on est dans le mur. Donc, est-ce que le monde d'après sera pire que le monde d'avant? Ça dépend de nous. Visiblement, il ne faut pas compter sur nos dirigeants. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous quelques arguments. Je pense que si on est là, c'est qu'on a tous en tête, en gros, les mêmes objectifs. Mais si on veut gagner la bataille des idées, c'est peut-être bien d'échanger nos argumentaires, d'échanger les choses qui peuvent faire bouger ceux et celles qui sont encore indécis. Alors, ta dernière remarque, c'était peut-être qu'il faut leur faire comprendre que même du point de vue bêtement comptable, c'est plus rentable de jouer la coopération que de jouer l'égoïsme et le capitalisme jusqu'au bout. C'est par cette courbe que je commence souvent mes rencontres. C'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui est dû au dérèglement climatique. Donc, c'est les grandes inondations, c'est les grandes canicules, c'est les feux de forêt. Le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà été multiplié par 2,5 en 30 ans. Voilà. Et si je montre cette courbe, c'est qu'elle est assez impressionnante. Et c'est aussi parce que pour moi, c'est un souvenir important. J'avais un rendez-vous avec le chef de cabinet d'Angela Merkel qui m'avait dit qu'il n'avait que 20 minutes à me consacrer. Je l'ai remercié. Et puis finalement, il m'a gardé 1h30 parce qu'il a trouvé que ce que je racontais était peut-être intéressant. Mais je ne lui ai pas dit ma vision du monde à moi. Je lui ai apporté des documents qui lui ont montré qu'il y avait effectivement un diagnostic qui pouvait être partagé. Et c'est cette première courbe qu'il a pris dans les mains pour la regarder, me demander si je pouvais lui envoyer et la donner à quelqu'un de son équipe. Donc voilà, c'est pas juste Greenpeace, c'est pas juste 3 climatologues. J'en vois qui prennent des photos, vous pouvez le faire, mais évidemment le PowerPoint est gratuit et disponible pour tout le monde. Vous pourrez avoir la totalité sans prendre des photos. Donc voilà. Et encore, cette courbe qui est assez flippante, elle ne parle pas de la souffrance dans les pays du Sud, parce que les pays du Sud, les gens sont souvent très très mal assurés. Donc quand il y a eu 1000 morts avec le cyclone Idai en Afrique australe, 1000 hommes et femmes qui sont morts et puis des millions de gens qui ont tout perdu et qui vont faire des cauchemars toute leur vie. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas assurés, ça n'apparaît même pas là-dedans. Voilà, donc cette courbe assez flippante sous-estime le problème. Tous ceux qui disent on a déjà fait une grande partie du chemin, l'autre jour Emmanuel Macron qui disait c'est très injuste les critiques qu'on me fait parce que la France a déjà fait une grande partie du chemin. Et là c'est faux. Ça c'est le bilan
de carbone de la France qui a été fait par le Haut Conseil pour le climat. Avant d'être député européen, j'étais un des 9 sages du Haut Conseil pour le climat. On voit que le bilan carbone de la France, c'est la courbe en vert, le carbone émis sur le territoire national a diminué. Chacun de nous fait quand même des efforts, mais si on tient compte du bilan du carbone qui vient des produits qu'on importe, qui viennent de Chine ou du reste du monde, eh bien on se rend compte qu'il n'y a eu aucun progrès. C'est la courbe en noir. C'était dans le journal Les Échos. Ce n'est pas un journal complotiste dans la critique systématique du système. Le journal Les Échos, les chiffres validés par le ministère de l'Environnement. Hélas, il n'y a eu aucun progrès sur le bilan complet, le bilan carbone de notre pays. Troisième élément de diagnostic, tous ceux et celles qui vous disent au moins avec le virus, le CO2 a diminué, au moins le virus a permis de calmer le jeu sur le front du CO2. C'est faux, hélas. Le CO2 qui vient directement de notre économie, de nos usines, de nos camions, a diminué. C'est vrai, évidemment, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur que le CO2 qui vient des feux de forêt a fait plus que compenser. Ça, c'est en Californie. La seule année 2000, c'est toutes les surfaces qui ont brûlé en Californie depuis 1930. Eh bien, à elles seules, l'année 2020, c'est un tiers des surfaces qui ont cramé depuis 90 ans. Vous voyez, ça, c'est de la Californie. En Australie, vous vous souvenez peut-être de ces images d'horreur, 440 morts. 440 morts. Entre ceux qui meurent tout de suite dans des feux de forêt, ils sont pris, leur voiture crame en une minute, c'est fini. Et puis ceux et celles qui vont souffrir pendant 2 semaines à l'hôpital et puis on ne peut rien faire. Au total, 440 morts dans des feux de forêt, jamais vus, et ça dégage du CO2. En Sibérie, la plupart d'entre nous ont à peu près le même âge. Quand on était petit, en Sibérie, il faisait froid, il faisait froid et il faisait froid. Depuis quelques années, on a des feux de forêt monstrueux. Donc c'est le cercle vicieux dont les climatologues nous parlent depuis 30 ans, mais là on se le prend en pleine face. Le dérèglement climatique fait de plus en plus de canicules, de sécheresses. Des millions d'arbres sont morts et dès qu'il y a une étincelle, ça fait des feux de forêt monstrueux qui envoient du CO2, qui accélèrent le dérèglement climatique. Donc le bilan, c'est qu'en un an, vous savez que depuis 1958, on mesure le CO2 à 3000 mètres d'altitude. Les scientifiques américains, en 1958, ça veut dire que déjà en 1958, on savait qu'il y avait un problème. Pour que la NASA et l'armée américaine se donnent les moyens de construire à Mauna Loa, à 3000 mètres d'altitude, un observatoire sur le CO2, ça veut dire que déjà en 1958, on pensait qu'il y avait un gros problème qu'il fallait surveiller de près, c'est-à-dire tout le temps que les lobbies nous ont fait perdre. Mais donc toutes les semaines, tous les mois, on mesure le CO2 à Mauna Loa. Et en un an, entre 2020 et 2021, il a augmenté de 2,6 unités. 2,6 unités, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun ralentissement dans l'évolution du CO2. C'est même de pire en pire. Quand on a commencé à mesurer le CO2, il a augmenté de 0,8 unités. Dans les années 60 et 70, il a augmenté de plus 0,8 parties par million, plus 0,8 par an. Et là, vous voyez qu'on est sur un rythme de 3 fois plus. Malgré toutes les COP, tu as parlé de tous les sommets sur le climat, de toutes les rencontres, Bertrand, et bien malgré tous les sommets internationaux, les grandes déclarations, le CO2 dans l'atmosphère, même quand l'économie est à l'arrêt, va 3 fois plus vite, augmente 3 fois plus vite. Donc il est urgent d'agir, sinon on espère tous être encore vivants dans 20 ou 30 ans. Météo France nous annonce qu'on aura des canicules à répétition à 52, 53, 54 degrés. Voilà. Le corps humain, il n'aime pas ça. On est fait pour vivre à 37. Quand on a des canicules à 42, ça va, on reste à l'ombre et on boit beaucoup d'eau fraîche et on évapore. Mais quand on aura tous les 2 ou 3 ans des canicules qui montent jusqu'à 54 ou 55, Météo France craint d'avoir, si on ne fait rien, tout ça, l'avenir n'est pas écrit évidemment, mais si on continue le blabla et les rustines, Météo France nous annonce 150 000 morts chaque année en Europe, rien qu'en Europe, 150 000 morts à cause de la canicule, et je ne vous parle pas des pays du Sud. En Afrique, le scénario principal, c'est des récoltes divisées par 2, alors que la population va doubler. Donc il n'y a pas besoin d'être des génies pour comprendre le problème. Si dans 30 ans, la population a doublé, mais que les récoltes de quoi manger... voilà. Et donc je le redis, le poids des lobbies est quand même monstrueux. Ça, c'est en 88, à la une du New York Times. Donc c'est quand même pas une petite feuille de chou lue juste par que 3 ou 4 personnes. Il y a eu un rapport fait par les plus grands scientifiques américains qui avait été remis au Sénat la veille. Tout le monde avait été impressionné par la clarté de ce qui avait été dit. Et le New York Times, à sa une, montre le dérèglement climatique. Et la conclusion, c'est on a 20 ans pour sortir des énergies carbonées. Tranquillou, à ce moment-là, il n'y avait pas de quoi stresser. Il y a un problème, nous avons un problème, mais nous avons la solution. On a 20 ans pour sortir des énergies carbonées et aller vers les énergies renouvelables, économiser l'énergie de façon sereine. C'était en 88, on est 33 ans plus tard et on n'a quasiment rien fait parce que les lobbies bancaires, les lobbies du pétrole continuent à vouloir vendre leurs énergies salissantes. Donc maintenant, l'ONU, tu parlais de l'ONU, il y a quand même des choses bien. Guterres a un dictionnaire des synonymes où tous les mois, il trouve un mot qui fait encore plus peur pour nous demander de changer radicalement. Et donc, l'ONU nous dit qu'il y a un écart catastrophique entre les engagements des États,
aucun État ne respecte ses engagements, hein. Mais même si on respectait tous nos engagements, on irait vers un réchauffement à 3 ou 3,2 degrés, c'est la courbe en vert, alors que, donc même si on tenait nos engagements, on irait vers un réchauffement catastrophique, alors qu'il faudrait casser les courbes et diviser par 2 ou par 3 nos émissions de CO2 dans les 20 ans qui viennent. Donc je pense qu'il faut changer de braquet, et je pense qu'il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique pour construire la paix, que la seule guerre qu'il faut déclarer, c'est la guerre contre le dérèglement climatique, la guerre contre la pauvreté et la précarité. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort, mais qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui peut rassembler tous les peuples du monde, qui peut rassembler les peuples du Sud et les peuples du Nord. C'est peut-être le seul intérêt des COP. Moi, j'étais à Madrid, je ne suis pas allé à Glasgow, mais c'est impressionnant à Madrid de voir une femme malgache qui parle avec un homme qui vient de Los Angeles, une femme qui vit dans la grande pauvreté et un gars qui est plein d'argent, et qui sont ensemble pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat. Des Israéliens et des Palestiniens, des Chinois et des Mexicains qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que c'est un des rares sujets qui nous rappelle aussi clairement qu'on est le principe de fraternité sur le climat. Soit on est tous ensemble et on va gagner tous ensemble, je redis ce que tu disais tout à l'heure, soit on va tous perdre et ça sera la catastrophe et aucun pays tout seul. Donc je pense que là, on voit Roosevelt qui signe la déclaration de guerre après l'attaque de Pearl Harbor, et on voit en quelques mois comment l'économie américaine se transforme. C'est une métamorphose de l'économie américaine. On fait comme les Japonais ont coupé l'accès au caoutchouc, on fait du covoiturage pour économiser le caoutchouc. Il y a plusieurs familles qui ont le même lave-linge pour économiser le caoutchouc. Les hommes blancs quittent les usines pour aller au front, et du coup les femmes et les noirs rentrent dans les usines, et en 3 mois, tout le monde se forme, on est capable de transformer. Et des usines qui ne faisaient que des voitures vont complètement arrêter les voitures pour se mettre au service de l'effort de guerre. Et en quelques mois, l'économie se transforme et on est capable de gagner la paix. Le but n'était pas de faire la guerre, mais de gagner la paix. Voilà. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déclarer la guerre au dérèglement climatique? Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on veut gagner la bataille du climat, il faut des sommes considérables en Europe et dans les pays du Sud. On passe notre temps à faire des promesses pour les pays du Sud qu'on ne tient pas. Et en Europe, il faut de l'argent pour isoler les maisons, faire des transports en commun, développer les énergies renouvelables. Une vraie isolation, c'est 30 000 €. Pour isoler vraiment une maison, c'est 30 000 ou 40 000. On ne peut pas demander, c'est aussi un droit fondamental, on ne peut pas demander à chaque famille de trouver 30 000 ou 40 000 €. Donc il faut, si on se bat au niveau européen pour une taxe sur la spéculation, c'est qu'on veut trouver des aides pour que chaque famille, chaque village soit aidé. Donc ça, c'est un rapport que j'avais fait comme rapporteur du budget, j'ai fait voter en novembre dernier pour expliquer comment, je ne vais pas être trop long, comment on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale européenne. La Banque centrale a créé 1300 milliards d'euros en une journée en juin d'il y a 1 an et demi, 1300 milliards qu'on a donnés à taux négatif, à moins 1% aux banques, en les laissant complètement libres. L'essentiel est parti à la spéculation. Donc on pourrait utiliser autrement l'argent de la Banque centrale, on y reviendra si vous voulez, il n'y a pas besoin de changer les traités. On peut obliger les banques et les assurances à changer leur comportement, stopper les énergies fossiles et mettre tout l'argent vers les renouvelables. Et puis on proposait 5 ressources pour qu'il y ait des subventions, que chaque famille, chaque village ait des aides. C'est une taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, c'est une très bonne idée, mais ça rapporterait seulement 3 milliards et Biden n'en veut pas. Donc en fait, c'est au frigo. La taxe digitale pour les grandes entreprises digitales, c'est une très bonne idée, mais ce serait seulement 3 milliards par an. Et comme Biden n'en veut pas, on l'a mis au frigo. Et donc en fait, dans toutes les solutions qui sont possibles à court terme, la plus importante, c'est la taxe sur la spéculation, la taxe Tobin. Je pense qu'on est nombreux ici à militer avec Attac et d'autres depuis 20 ans pour la taxe Tobin. C'est une idée qui est sur la table depuis très longtemps. L'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1500 pages de l'étude d'impact. Tout est prêt. Il manque c'est juste une question de volonté politique. Et j'ai fait voter par le Parlement il y a 1 an des chiffres mis à jour qui disaient que malgré le Brexit, parce qu'une des grosses places financières n'est plus en Europe, malgré le Brexit et malgré la crise, ça donnerait 57 milliards, vous voyez, 57 billions chaque année. On aurait, rien qu'avec une petite taxe, je vous rappelle le principe, c'est une fois j'ai dit ça face à Mme von der Leyen, j'ai dit, Madame la Présidente, tout le monde paye de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé 20% de TVA, 20%. Et puis j'ai montré une boîte de raviolis dans le Parlement, j'ai dit même les plus pauvres, pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Dans tous nos pays, même les plus pauvres, un SDF ou une vieille dame qui vit avec le minimum vieillesse, on va lui demander de payer 5,5% de TVA pour participer au budget public. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0. Alors, c'est vraiment scandaleux. Donc, ce qu'on demande, c'est juste une taxe de 0,1%, ce n'est pas la mort, mais 0,1% sur chaque transaction. À la fin de l'année, on a presque 60 milliards d'euros, et ça ferait, rien que pour la France, ça ferait 10 milliards. Avec 10 milliards, vous pouvez isoler un bon paquet de maisons, faire pas mal de transports en commun et créer des emplois. D'autant plus que les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Ça, c'est les marchés américains. Vous savez, en France, nous, on a le CAC 40. Aux États-Unis, ils ont le Dow Jones. Vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu une crise, avant que ça pète, avant le krach de 2007, les marchés financiers étaient montés à 14 000 points. 14 000,
Et ça, c'est une courbe qu'on avait donnée au pape François, parce qu'on a été reçu par le pape au mois de mars. Les marchés étaient montés à 32 000 points, 32 000, et la semaine dernière, ils étaient à 36 000. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait une grève de la faim. Peut-être que certains l'ont vu il y a un an, j'ai fait 18 jours de grève de la faim pour dire qu'il y a quelque chose d'obscène, quelque chose de scandaleux, à dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour l'emploi, alors que les marchés financiers sont à des niveaux monstrueux, c'est vraiment obscène, et qu'à cause de quelques gouvernements, et en particulier c'est la France, soyons clairs, c'est la France qui bloque la négociation, c'est Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron, on refuse une taxe sur la spéculation. Et quand je dis que c'est la France, ce n'est pas parce que je suis engagé à gauche en France, j'ai obtenu par un haut fonctionnaire qui est venu me voir discrètement près de chez moi à Bruxelles pour me donner la lettre en main propre. Il ne voulait pas qu'on puisse être tracé par Internet, mais c'est la lettre du ministre autrichien des Finances. C'est la droite autrichienne, hein. Ce n'est pas un militant d'attaque ou de la gauche alternative, c'est la droite autrichienne qui dit il faut trouver de l'argent, nous voulons relancer la négociation, mais qui dit clairement que si c'est la position portée par la France, vous voyez au milieu, si c'est la FTT, taxe sur les transactions financières, le projet porté par la France, 99% des volumes, c'est marqué en haut, ne seraient pas taxés. Et donc, il dit l'Autriche se retire de la salle des négociations si c'est la vision française qui l'emporte. Il y a quelques mois, je disais au ministre allemand, parce que quand j'étais avant le virus, j'allais très souvent à Berlin comme rapporteur du budget. On a vu un débat avec le porte-parole de Merkel. Il était d'accord devant tout le monde pour dire qu'il fallait taxer la spéculation. Et donc, quand il venait, ce n'est pas Merkel qui venait tous les mois pendant la présidence allemande, c'est ce ministre, le ministre des Affaires européennes, Michel Roth, Klaus c'est l'ambassadeur, et je lui dis, mais il y a un an, tu avais dit que tu étais d'accord pour taxer la spéculation, pourquoi tu n'en fais pas une priorité maintenant alors que c'est la présidence allemande? Et devant 140 députés, il s'est moqué de moi en disant, tu sais Pierre, que tes amis français ne nous ont pas beaucoup aidés, que ce soit Michel Sapin ou Bruno Le Maire. Donc hélas, dans ce domaine comme dans d'autres, il y a une continuité entre l'équipe de François Hollande avec Macron en bras droit et Macron au sommet, c'est que c'est la France qui bloque la négociation, alors que même la droite allemande ou la droite portugaise est d'accord pour taxer la spéculation. Donc il ne faut pas lâcher le morceau, et ça me fait raison de plus pour dire que si c'est la France qui bloque, je pense qu'il faut qu'on fasse tout au mois d'avril prochain. Vous savez peut-être qu'il y a une élection présidentielle, et ce serait vraiment bien qu'on se donne les moyens qu'il y ait une autre équipe au pouvoir l'année prochaine. C'est un des sujets sur lesquels ça pourrait changer radicalement si on avait une équipe différente en avril. Rien qu'en France, je rappelle quand même, c'est aussi une question dans les droits fondamentaux, il y a le droit à l'emploi. La Constitution française parle du droit à l'emploi. Avec ce pacte climat qu'on défend avec Jean Jouzel depuis des années, avec ces financements européens, le but est d'avoir on utilise autrement l'argent de la Banque centrale, on taxe. C'est au niveau européen qu'on trouve les ressources, mais le but est que ça arrive sur tous nos territoires en France, dans mon village des Pyrénées, comme à Paris, à Grenoble ou à Brest. On peut créer 900 000 emplois. Rien qu'avec ce projet, on peut créer 900 000 emplois. Deuxième sujet que je voudrais développer dans mon intervention, c'est comment agir pour les droits fondamentaux en matière de lutte contre le chômage et la précarité. Je suis un peu énervé quand on explique que là, tous les membres du gouvernement nous disent « ça va mieux, là, ça y est, le chômage est revenu au niveau d'avant le Covid ». Oui, c'est vrai, le chômage est revenu au niveau d'avant le Covid, mais de là à dire que c'est la fête, non. Les chiffres de Pôle emploi, c'est qu'il y a quand même encore 3 750 000 hommes et femmes à Pôle emploi. Et je pense qu'il y en a ici, qu'on en a tous dans nos familles. 3 750 000 personnes qui sont au chômage à 0 heure par semaine, sans compter tous ceux qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont tombés en fin de droit, et sans compter tous ceux et celles qui ne sont pas tout à fait au chômage parce qu'ils ont un boulot merdique, mais ils sont quand même donc les catégories B et C. Donc vous voyez quand même qu'il y a presque 6 millions, c'est les chiffres officiels, hein. Il y a quand même presque 6 millions d'hommes et de femmes qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc c'est quand même assez indécent, je trouve, de nous dire c'est bon, ça va, là, youpla boum, la vie est belle, on est revenu au niveau d'avant le virus. Donc la question est de savoir comment on fait. Et au-delà de ces chiffres, c'est des problèmes très concrets. Je ne sais pas si vous avez vu le film de François Ruffin, qui est assez génial, Debout les femmes. Son film est magnifique. Et un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'on voit une dame qui, entre deux, elle passe son temps à accompagner des personnes âgées, à les soigner, à les laver, à leur donner à manger. Puis entre deux clientes, elle a 10 minutes de voiture et elle dit, voilà, moi, je gagne, une fois que j'ai payé mon loyer, il me reste 420 € par mois. 420 €, et ma priorité, c'est les enfants. Liberté, égalité, fraternité. Quelle est la liberté d'une femme qui vit et qui doit nourrir ses enfants avec 400 € par mois? Voilà. Égalité, comment est-ce qu'on peut parler d'égalité? Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans en Europe. Le nombre de milliardaires a triplé. Et plein des millions d'hommes et de femmes vivent avec moins de 500 € d'argent disponible tous les mois. Et fraternité, l'autre jour, j'étais à la télé avec une libérale pur jus, Madame Vernier-Molinier, qui m'expliquait que c'est quand même mieux que rien. Je lui ai dit, mais attendez, si c'était votre frère ou votre sœur
qui vivait avec un boulot à 800 € par mois, si c'était votre frère, est-ce que vous diriez c'est mieux que rien, ou est-ce que vous diriez ce système est monstrueux, il faut le changer radicalement? Voilà. Donc ce n'est pas un problème économique, je crois que si on est tous là ce samedi, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité, ça passe par des choix très très concrets, et ça passe par un refus de ces petits boulots, de ce chômage, cette précarité de masse. Donc une question fondamentale, désolé, je vois là Gérard Rasqueri et d'autres amis avec qui on travaille depuis 20 ans, ils vont se dire que je yoyote et que je sors les mêmes arguments, mais c'est une question fondamentale. Quand Bruno Le Maire nous dit « ça y est, la croissance revient », est-ce que quand il y a plus de 5 millions de chômeurs et chômeuses à Pôle emploi, est-ce qu'on peut compter sur le retour de la croissance? Voilà la croissance en France depuis les années 60, les années 60, 70, 80. Je pense que même ceux qui ont oublié leurs lunettes voient le problème. C'est difficile de croire que la croissance revient de façon très massive. Alors certains vont dire oui, mais ça c'est la France, il y a un État obèse, je mets évidemment des guillemets, on n'a pas de politique industrielle, ça c'est un vrai problème, on a vu notre dépendance à la Chine, mais est-ce que ça suffit d'avoir une politique? Bien sûr il faut une politique industrielle, mais est-ce que ça suffit? Donc j'ai la même courbe pour l'Allemagne, la locomotive allemande. Vous voyez l'évolution, vous voyez la grande différence, hein. Voilà, messieurs, dames, la locomotive allemande. La croissance, dans les années 50, était à 8,2, puis 4,4, puis voilà. Et seulement 0,9 de croissance depuis 10 ans. Et c'est très intéressant de faire un zoom sur la croissance depuis 10 ans. C'est un argument qui va énerver M. Zemmour et Mme Le Pen, parce que l'Allemagne serait en quasi-récession depuis 2013. L'Allemagne avait 0,4 de croissance, et c'est parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas les copains de la LDH de Berlin qui disent ça, c'est l'équivalent de l'INSEE en Allemagne, Destatis, qui dit c'est parce que nous avons accueilli 1,5 million de réfugiés syriens que nous avons évité la récession. Voilà. Sinon, l'Allemagne avait 0,4 de croissance. Et il y a 2 ans, ma dernière visite à Berlin, avant que le virus arrive, la conférence de presse du patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, dit l'Allemagne est en train de retomber en récession. Voilà. Donc, est-ce que c'est sérieux si on s'intéresse à la vie et à la dignité des hommes et des femmes qui sont au chômage, dans la précarité? Est-ce qu'on peut encore compter sur le retour de la croissance? Je crois que c'est juste totalement faux. Surtout que, quand l'Allemagne a fait 0,4 de croissance, c'est quand même parce qu'il y avait un peu de croissance grâce aux exportations vers les États-Unis. Et les États-Unis peuvent péter n'importe quand. Ça, c'est la courbe de la dette totale aux États-Unis, dette privée et publique. Et je pense que c'est important que des gens de gauche montrent que même du point de vue bêtement économique, le libéralisme nous amène à une catastrophe. Le libéralisme, on pourrait montrer la même courbe. La dernière fois que je suis intervenu devant la LDH, j'avais montré la même courbe pour le nombre de prisonniers aux États-Unis. On voit que le nombre d'hommes et de femmes en prison était stable jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan. Voilà. Mais cette courbe, elle montre que ça peut péter n'importe quand. Un pays qui a besoin de toujours plus de dettes pour avoir un peu de croissance, ça peut s'effondrer n'importe quand. Autant en 2005, on n'était pas très nombreux à avoir annoncé la première crise, autant là, il y a 3 ans, le FMI, ou il y a 5 ans, le FMI disait « Attention, on n'a rien réglé depuis la crise de 2008, on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique qui sera 10 fois plus grave que la crise de 2008. » Voilà. Et on l'a oublié. Et paradoxalement, le virus fait qu'on a mis des centaines de milliards dans des plans de relance. Donc le virus a fait des dégâts monstrueux, des millions d'hommes et de femmes qui sont morts. Mais du point de vue économique, le virus a fait qu'on a mis des plans de relance qui ont fait oublier le risque que les États-Unis explosent. Et les États-Unis, il y a 2019, une enquête auprès de 300 économistes, la plupart pensaient que ça allait péter en 2020 ou en 2021. Donc le virus a prolongé le système, mais on a une épée de Damoclès, n'importe quand on a une nouvelle crise économique. Je vous ai montré la courbe de la dette aux États-Unis, ça c'est la dette en Chine. Voilà. Donc en fait, les 2 moteurs de l'économie mondiale peuvent péter n'importe quand, je ne veux pas être trop long. Donc non seulement la croissance ne reviendra pas, mais les 2 moteurs de l'économie mondiale peuvent exploser n'importe quand. Donc il faut plutôt nous protéger de la prochaine crise financière qui peut être beaucoup plus grave que la crise de 2007. Je reste 1 minute là-dessus, parce que cette courbe est fondamentale aussi pour expliquer pourquoi ce sont des politiques de gauche, des politiques de justice sociale qu'il faut mettre absolument en place maintenant. Vous voyez quand même qu'il y a eu 2 périodes très différentes. Je crois que c'est très très clair de voir qu'il y a une cassure. Donc c'est la dette totale privée et publique aux États-Unis depuis 1950. On voit très bien que jusqu'en 1981, c'est l'arrivée de Ronald Reagan. J'y peux rien, mais c'est les chiffres de la Réserve fédérale qui montrent la cassure. Il y a eu 30 années où il n'y avait pas besoin de dette ni privée ni publique pour nourrir le système. Et il n'y a eu aucune crise financière. Pourquoi ? C'est parce je regrette que Bernard Thibault ne soit pas là, parce qu'il en aurait parlé beaucoup mieux que moi. Mais pourquoi on a eu ces 30 années de stabilité et de prospérité sans avoir besoin de dette? Parce qu'on tenait bon sur Philadelphie. Le texte magnifique de Philadelphie, qu'on devrait tous apprendre. Tu parlais du discours de Kofi Annan, je vais le lire dès ce soir, mais on devrait tous apprendre aussi le texte de Philadelphie. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Il n'y a qu'une femme, mais elle a eu un rôle fondamental, c'est elle qui a rédigé le texte. Et tout ce que signent Roosevelt et les autres, ce n'est pas juste « Ah, des bonnes déclarations si tous les hommes et les femmes étaient des frères et sœurs ». Non,
c'est des trucs fondamentaux sur la dignité, et puis derrière, c'est des règles concrètes. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sociales concrètes sur le salaire minimum, des règles concrètes sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment on finance la retraite des vieux. Et que si on a ces règles sociales, on peut garder la capacité d'innovation du capitalisme, mais que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sociales qu'on respecte. Et tant qu'on respecte ces règles sociales, on a effectivement 30 années de prospérité sans avoir besoin de dette. Et puis Ronald Reagan arrive, Margaret Thatcher, et ce qui est troublant, c'est que beaucoup de partis de gauche se sont laissés avoir et ont repris ces théories, et on explique que toutes ces règles collectives, c'est de la foutaise, et que chacun et chacune va négocier librement son salaire. Et c'est très beau du point de vue philosophique, mais la négociation sur les salaires sans règles du jeu collective, ça amène, ça amène à un effondrement de ce qui va au salaire dans tous les pays occidentaux. Cette courbe, c'est la part des salaires dans le PIB dans les 15 pays les plus riches de la planète. La négociation libre, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et beaucoup de gens s'écrasent et continuent à avoir un boulot où quitte avec un risque de burn-out à travailler plus, mais on n'est pas en situation de négocier une augmentation de salaire. Et dans tous les pays, ce qui va au salaire diminue de façon considérable. Et on pousse les gens à s'endetter en disant « Ok, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux t'acheter une voiture, on va te prêter l'argent. » Ce qu'on ne donne pas par le salaire, on va le prêter par la dette privée, et puis on baisse les impôts sur les plus riches, et on va faire de la dette publique. Au total, beaucoup de gens ont peur de passer pour des vieux marxistes en montrant ces chiffres. On a fait un calcul avec Michel Rocard dans le bouquin qu'on a fait avec Rocard. Au total, quand on dit qu'en 30 ans, la part des salaires a baissé de 10%, c'est les chiffres de l'OCDE, hein, que la part des salaires, ce qui va au salaire et aux cotisations de sécu, c'était 67% du PIB, et pour l'ensemble des 15 pays occidentaux, les plus importants, ça tombé à 57%. Au total, cette surface, qui aurait dû aller aux salariés et aux caisses de sécu, c'est 150% du PIB, 150% du PIB en cumulé en 30 ans. Donc on nous dit, attention, il y a un problème de dette publique dans vos pays, vous avez une dette publique à 100% du PIB. OK, c'est un problème, c'est vrai, on a une dette, les peuples vis-à-vis des marchés financiers de 100% du PIB, mais on peut dire aussi que les marchés financiers ont une dette vis-à-vis des peuples qui est à 150% du PIB. Ça change un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait s'il me reste 4 minutes pour arriver à des propositions ? Au niveau européen, parce que chaque pays aura du mal à rééquilibrer sa part des salaires, on négocie, si on gagne le pouvoir l'année prochaine, on négocie un traité de l'Europe sociale. En 2003, avec José Bové, avec plein de gens très différents, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant dans les traités de Maastricht, il y a 5 critères financiers. On a tous appris les critères de Maastricht sur le déficit, sur la dette, sur l'inflation. Et nous, on demandait, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec des gens, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant qu'il faut des critères sociaux au même niveau d'importance, avec une valeur contraignante, 5 critères sociaux. On avait été reçus par Romano Prodi, il y avait là des patrons des syndicats européens, Elio Di Rupo, qui est devenu patron depuis le Premier ministre belge, et Romano Prodi nous avait reçus, avait demandé à Giscard de mettre le traité social dans la Constitution, ce que Giscard n'a jamais voulu, mais je pense qu'il faut reprendre le combat intellectuel au nom de Philadelphie et montrer que la justice sociale, ce n'est pas un luxe auquel on peut renoncer en attendant la crise. La justice sociale, c'est le seul moyen d'éviter des crises financières à répétition. Deuxième chose qu'il faut faire au niveau européen, c'est lutter contre le dumping fiscal. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45% en Europe, 45%. Et puis, depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. On est tombé à 19%. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt était à 38%. Donc c'est quand même le monde à l'envers, et ça n'a pas tué le dynamisme américain. Voilà. Donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire qu'un pays libéral comme les États-Unis avait un taux d'impôt à 38% et que nous, on est tombé à 19%. Cette courbe, je l'avais donnée à José Bové, vous vous souvenez peut-être quand on a été nombreux à faire campagne en 2005 pour dire qu'on voulait une autre Europe au moment du traité sur la ratification. Et une semaine avant le vote du référendum, il y avait un grand débat entre José Bové et Jacques Delors chez Christine Ockrent. Et j'avais donné cette courbe à José Bové. Et José Bové avait commencé le débat en disant « Je dis vote non à cette Europe parce que cette Europe fait de la concurrence fiscale et appauvrit tous les États. » Il avait montré cette courbe. Et Jacques Delors avait dit, à la grande surprise de Christine Ockrent, Jacques Delors avait dit « José Bové a raison, c'est le prochain combat à mener, ceux qui votent oui et ceux qui votent non, c'est un impôt européen sur les bénéfices. » Et Christine Ockrent s'étranglait parce que Jacques Delors commençait par dire qu'elle était d'accord avec José Bové et que cette Europe nous amenait dans le mur. Et c'était en 2005, et hélas, 15 ans plus tard, des pays comme la France bloquent, pas la France, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire bloquent l'idée d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Quand Joe Biden a dit qu'il voulait un taux minimum d'impôt à 21%, vous vous souvenez, c'est très concret. Quand Biden a dit qu'il faudrait un taux minimum d'impôt à 21%, Bruno Le Maire a dit oui, mais à 12%, ce serait mieux. Voilà.
Pendant un mois, c'est la France, de Bruno Le Maire et de Macron, qui ont planté la négociation, alors que Joe Biden mettait le taux minimum à 21, évidemment à 12, ce n'est pas du tout la même chose. Donc encore une fois, si on est capable de se rassembler d'ici le mois d'avril prochain et qu'on a une équipe avec des femmes et des hommes qui ont des valeurs différentes, on peut relancer la négociation sur toutes ces questions. Si j'ai encore 2 minutes, il faudra reparler du temps de travail. Aux États-Unis, c'est l'ancien ministre Robert Reich, l'ancien ministre de Clinton, qui dit que la question du temps de travail est fondamentale, que le volume de production a augmenté de 80% sur le territoire américain, plus 80%, mais avec les robots, les ordinateurs, l'intelligence qu'on met dans la tête des gens, on a besoin de 30% de travail en moins. Il dit que ça n'est pas la fin du travail. Les carottes ne poussent pas toutes seules. Il faut des agriculteurs, il faut des journalistes, il faut des professeurs. Il y a besoin de travail, mais globalement, on a besoin de 30% de travail en moins. Et donc, quand on a besoin de 30% de travail en moins grâce aux robots, aux ordinateurs, à l'éducation, à l'intelligence, ou bien on laisse 30% de gens sur le côté, au chômage ou dans des petits boulots, ou bien on est capable de réduire le temps de travail. Vous savez que je ne vais pas être trop long, que déjà en 1995, on avait réussi à faire passer l'idée de la semaine de 4 jours. On avait lancé le débat en 1993. Il y avait quasiment un consensus. Ça, c'était le rapport Boissonnat, à la une de tous les journaux. Le rapport Boissonnat en 1995 qui disait qu'il fallait une réduction de plus de 20% du temps de travail. Et aujourd'hui, plus personne n'en parlait, alors qu'en 1995, il y avait quasiment un consensus. Et qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. Si vous prenez un yaourt Maminova, une brioche de chez Brioche Pasquier, du jambon de chez Fleury Michon, tous les salariés de Brioche Pasquier, de Maminova, sont passés à 4 jours sans baisse de salaire, avec l'idée que si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% de vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Dans une semaine, on va sortir un film avec Philippe Geluck qui explique comment la semaine de 4 jours c'est possible, parce que le débat revient dans plusieurs pays. En Espagne, le gouvernement a mis des dizaines de millions pour expérimenter les 4 jours. Les syndicats belges en font leur priorité. Les syndicats allemands veulent relancer le débat sur les 4 jours. Donc là aussi, si vous voulez nous aider, le film sera disponible dans une semaine où Philippe Geluck pose toutes les questions et explique, on montre comment c'est possible de passer à 4 jours sans baisser les salaires. Et un mouvement général vers les 4 jours pourrait créer 1 600 000 emplois. À partir de ces 400 entreprises déjà passées à 4 jours, on montre qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc si on est capable d'avoir une taxe sur la spéculation, une taxe sur les milliardaires pour avoir un vrai plan climat, on peut créer 900 000 emplois avec le plan climat. On peut créer 1 600 000 emplois avec les 4 jours. Rien que ces 2 leviers, ça fait 2 500 000 emplois. 2 500 000. Il faut aussi des emplois dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police, dans l'éducation. Donc il n'y a aucune fatalité. Et c'est la meilleure façon de contrer la réforme de Bruno Le Maire pour les retraites. Quand Bruno Le Maire nous dit que pour l'équilibre des retraites, il faut diminuer le niveau de vie des retraités, on dit que non. La meilleure façon d'équilibrer les retraites, c'est de créer 2 500 000 emplois, des vrais jobs, des gens qui vont cotiser et qui pourront améliorer le financement des retraites. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Je dirais juste que le pape nous invite à la révolution, mais je crois qu'on est tous d'accord. Le pape nous a dit qu'un système économique où l'argent domine tout et fout en l'air la cohésion sociale, il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent, mais le pape nous dit que c'est le fumier du diable. Ce système, c'est le fumier du diable, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Et il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse la révolution. Donc je pense effectivement qu'on donne les moyens de faire la révolution. Et à mes yeux, ça passe par un rassemblement. J'ai vu Yannick Jadot il y a quelque temps, j'ai vu François Ruffin, vous avez vu que Taubira, Ruffin ont pris position pour une grande primaire de toute la gauche. Je crois qu'on est de plus en plus proches. Moi, j'étais encore avant-hier avec Manon Aubry. On travaille la main dans la main au Parlement européen avec Manon Aubry, la tête de file des Amis de Mélenchon. Je crois qu'on n'est peut-être pas d'accord à 100%, mais que toutes les solutions qu'on a en commun, c'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont les mettre en place, et que si on a 5 candidats pour la gauche et les écolos, c'est foutu et ça va désespérer tout le monde. Donc je crois qu'il est fondamental qu'on arrive à se rassembler, qu'on ait un vrai débat, et qu'on arrive à se rassembler. Aux États-Unis, Bernie Sanders, Kamala Harris, Joe Biden ont été capables de se rassembler. Ils ont foutu du hors-Trump et ils commencent à faire bouger les choses. Donc je crois qu'il faudrait que, si on est d'accord à peu près sur la gravité de la situation, si on est d'accord que 5 ans de plus, moi j'ai Darmanin pendant 5 ans, je ne sais pas si je peux rester en France, je crois que j'ai demandé l'exil en Belgique. Non mais franchement, c'est l'horreur. Excusez-moi, mais pour moi, donc je ne comprends pas comment on n'arrive pas à se rassembler. On est d'accord à 80 ou 90%, et on sait que ce qu'on a en commun, jamais Darmanin, jamais Bruno Le Maire, jamais Macron ne le fera. Donc je trouve que c'est irresponsable de se diviser, et j'espère qu'on sera nombreux dans les prochaines semaines. Parce que si on ne veut pas être dans une catastrophe totale en avril, ça se joue d'ici Noël. C'est d'ici Noël qu'il faut qu'on arrive à les faire bouger pour se rassembler. Et je m'en fous de savoir qui est le chef d'équipe, parce que de toute façon, on veut une 6e République, et on veut diminuer le pouvoir de celui ou celle qui sera à l'Élysée. Donc se déchirer, laisser le pouvoir à Macron, parce qu'on veut que chacun et chacune veut être à l'Élysée, de toute façon, on veut renforcer le rôle du Premier ministre, de l'Assemblée et des citoyens. Donc j'espère qu'on sera nombreux à pousser via la primaire populaire pour qu'on ait un rassemblement avant la fin janvier. Merci.